Ensuite, on va voir de façon un peu interactive comment on réagit à une attaque. Donc, quelles sont les bonnes précautions à prendre, quelles sont les actions à mettre en œuvre. Et enfin, on clôturera par comment on doit anticiper pour reconstruire un SI en cas d'attaque et de compromission réelle. Du coup, si on rentre dans le vif du sujet avec le panorama des menaces cyber, aujourd'hui, il y a de plus en plus vraiment des attaques qui sont, on va dire, de plus en plus importantes et qui couvrent de plus en plus de domaines, notamment tout ce qui va toucher par exemple à la violation de données. On va essayer d'usurper des identités. De plus en plus, les attaquants vont utiliser aussi des malwares avec aussi, par exemple, des rançongiciels à finalité de chiffrer et d'exfiltrer des données et de demander une rançon. Aussi des attaques très courantes qui peuvent être réalisées par, on va dire, des personnes qui n'ont pas forcément d'expertise cyber, notamment comme les attaques de DDoS, donc de déni de service. Tout ça à des fins, par exemple, de dégrader du matériel ou justement de mettre en difficulté la reconstruction d'un SI. Pour bien vous montrer, on va dire, les attaques qu'il y a aujourd'hui, au niveau français, donc au niveau national, à date, en 2022, il y a eu 45% des entreprises françaises qui ont été ciblées par au moins une attaque cyber, et que juste en France, on estime à 60 milliards d'euros les dommages causés par toutes les cyberattaques. Selon une étude du CESIN, qui est du coup un regroupement d'entreprises autour de la cybersécurité, on se rend compte qu'il y a certaines attaques qui ont, on va dire, beaucoup plus augmenté ces dernières années, qui sont de plus en plus importantes. Notamment tout ce qui va toucher, par exemple, autour du rançongiciel, donc comme je vous disais avant, où l'objectif va être de chiffrer et de demander une rançon. On va avoir aussi tout ce qui va toucher, bah, par exemple, au déni de service, donc avec le fait de rendre indisponible une application, un SI, aussi avec le vol ou fuite d'informations, donc vraiment essayer d'exfiltrer des données et de pouvoir essayer de les revendre par exemple sur du dark web, ou juste à but par exemple de dégrader du matériel, notamment avec tout ce qui va toucher au site web comme ce sont des surfaces exposées. Si on regarde un peu les attaques et quelles ont été les cibles, on se rend compte qu'aujourd'hui, 45% des personnes, enfin selon une étude de Statista, 45,5% des personnes interrogées ont déclaré que leur organisation avait subi entre 1 et 5 attaques réussies. Notamment, ça, c'est vraiment à l'échelle mondiale. Donc, ce qui est assez conséquent, ça veut dire que vraiment quasiment une entreprise sur deux est aujourd'hui ciblée par une attaque et que aujourd'hui, dans le monde, on estime à plus de 800 millions de victimes. Et du coup, ce qui est important de mettre en évidence, c'est qu'aujourd'hui, il y a pas mal d'attaques qui ciblent, on va dire, soit les services exposés, soit les nouvelles technologies un peu émergentes, notamment tout ce qui va toucher contre l'IoT, qui est l'Internet of Things. Donc, par exemple, tous les objets connectés. Par exemple, je prends un exemple dans le cas du domaine de la santé avec une pompe à insuline, par exemple. Ça aussi, ça c'est quelque chose qui est de plus en plus ciblé. Tout ce qui va toucher après aux attaques cryptées, donc c'est-à-dire qu'on va essayer d'ajouter indirectement des logiciels malveillants sur un site internet où après les utilisateurs vont essayer de les télécharger et donc après permettre soit de compromettre une machine, de l'utiliser à des fins pour une autre attaque, ou simplement juste d'effectuer du rançongiciel et donc de verrouiller totalement l'ordinateur où la personne a pu télécharger cette pièce jointe. Après aussi, il y a ce qui est important, c'est tout ce qui touche à la violation de données, c'est-à-dire que vraiment les attaquants, surtout sur l'année 2022, sur l'année passée, avaient pour objectif d'extraire des données et justement de pouvoir les revendre. C'est notamment ce qui a été un peu justifié par le contexte politique avec le conflit russo-ukrainien, mais aussi dans le but de voler, on va dire, le secret, par exemple français, mais le secret des entreprises qui, par exemple, travaillent sur des nouvelles technologies, mais aussi sur, on va dire, des recherches beaucoup plus fines.
Et du coup, ça, ce sont vraiment l'objet de ces attaques qui augmentent continuellement et qui ne font que grandir. Donc ça, c'était pour un peu statuer, on va dire, le contexte actuel dans lequel on évolue, qui est un contexte, donc comme vous avez pu le voir, vraiment enclin à de plus en plus de se faire attaquer, donc pas au niveau national, mais aussi à l'échelle mondiale, et que du coup, pour essayer de cadrer cela et donc de contenir, on va dire, les attaques, plusieurs réglementations sont mises en œuvre. Là, parmi les trois que vous pouvez voir à l'écran, on va dire ce sont les trois principales que j'ai pu vous lister, qui est d'abord la première, l'ISO 27001, qui est du coup une norme qui a pour objectif, on va dire, de améliorer le système d'information et de vraiment de construire une démarche d'analyse de risque autour de l'ensemble de vos actifs et de votre système d'information. Vraiment, la finalité va être de gérer les risques que vous allez avoir et donc de mettre en place des sécurités adaptées pour vous protéger contre certaines attaques. À titre indicatif, cette norme aussi, après, est déclinée en plusieurs autres normes, notamment tout ce qui, enfin, c'est toute la série des ISO 27000X, donc ça va jusqu'à 5, où là, vraiment, l'objectif va être de pouvoir après mettre en place des solutions techniques pour vous protéger. Donc, ça peut être tant au niveau de l'organisation des personnes qu'au niveau, on va dire, technique, avec, par exemple, la sécurisation du réseau. Après, on a la loi de programmation militaire qui a pour objectif de protéger les OIV, donc les opérateurs d'intérêt vital, où là, on va avoir cinq catégories principales qu'il va falloir respecter. Donc, tout ce qui va toucher à la gouvernance, donc mise en place, par exemple, d'une politique de sécurité, d'effectuer de la sensibilisation. Donc, pareil, qui va se recouper avec l'ISO 27001, la gestion des risques. Mais en plus, ce que la LPM va apporter, c'est tout ce qui va être cartographie, gestion des incidents et protection des systèmes. Donc là, vraiment, l'objectif, c'est d'essayer de se couvrir au maximum, donc de pouvoir répondre à un incident le plus efficacement possible et surtout de connaître ses actifs parce qu'aujourd'hui, on se rend compte que dans des grosses structures, on n'a pas forcément une bonne visibilité de l'ensemble des actifs de son SI. Et enfin, à l'échelle européenne, on a le NIS, qui est le Network and Information System, qui a objectif, on va dire, en plus dans le technique, qui a vraiment pour objectif de sécuriser dans le fond, avec des règles de sécurité assez strictes, qu'est-ce qui doit être attendu pour l'ensemble des opérateurs de services essentiels, par exemple, ou ceux qui vont fournir des services. Et donc là aussi, c'est toujours dans cette démarche plutôt technique, donc tant à l'échelle organisation, mais aussi mise en place des sécurités vraiment physiques, logiques, etc. Et si on rentre un peu plus dans le détail, là, c'était vraiment des réglementations très génériques. Si on va au niveau, on va dire, du secteur de la e-santé, on vous en a listé trois. La première réglementation qui est la PGSSIS. Donc, c'est un corpus qui est directement disponible sur le site de l'ANS, qui va vous permettre d'avoir un cadre nécessaires à la mise en œuvre de certaines règles de cybersécurité, mais aussi il y a des choses qui sont, on va dire, opposables et qui sont donc obligatoires, notamment avec le référentiel d'identification électronique. Donc, tout ce qui va toucher, par exemple, à l'identification des usagers, des patients, par exemple, mais aussi des professionnels de santé ou des structures tierces. Après, il y a aussi le HDS, qui est l'hébergement de données de santé. Donc là, c'est vraiment tout ce qui va permettre de sécuriser l'hébergement de données de santé, de données sensibles. Et donc ça, c'est, on va dire, une nécessité pour avoir une démarche cyber. Et enfin, tout ce qui touche après à la cybersécurité des dispositifs médicaux. Donc là, il y a plusieurs réglementations. Donc tout ce qui va toucher au Medical Device Coordination Group et celle de l'ENISA. Et après, il y a aussi le règlement de l'Union européenne. Et donc, on va dire ces trois réglementations, plus celles qui sont plus haut niveau que j'ai pu vous présenter dans la slide d'avant, sont des réglementations vraiment à prendre en compte et qui s'imposent à tous, notamment pour ceux qui travaillent dans le secteur de la santé.
Donc là, on a effectué un panorama assez global et vraiment très haut niveau, donc avec les réglementations et le panorama cyber. Là, maintenant, je vous propose de rentrer un peu plus dans le détail avec qu'est-ce qu'on pourra réaliser vraiment au niveau d'une entreprise, d'une structure, pour initier une démarche de cybersécurité. Et donc, je pense qu'il est important de commencer par le rôle de l'utilisateur, parce que c'est lui qui va pouvoir alerter sur beaucoup d'attaques. Il ne faut pas négliger son rôle et du coup, c'est pour ça qu'il faut être sensibilisé à tout ce que je vais vous parler, parce que ça va vous permettre peut-être d'identifier, imaginons, un mail de phishing, mais ou de se rendre compte qu'il y a peut-être quelque chose qui ne convient pas sur votre système d'information. Du coup, c'est pour ça que le rôle de l'utilisateur se décline en principalement trois axes. Le premier qui va être celui d'identifier et détecter tous les incidents cyber, de remonter, donc peu importe le statut, que ce soit un profil technique ou un profil générique, généraliste plutôt, fonctionnel, que sais-je, de remonter les alertes. Il vaut mieux faire plus d'alertes que pas assez, parce que sinon c'est comme ça qu'on passe à côté d'un incident, mais c'est aussi celui qui va permettre d'agir et d'appliquer les premières mesures de sécurisation. En effet, c'est bien beau d'avoir mis en œuvre, par exemple, certaines technologies, mais s'il n'y a personne derrière pour les administrer, ça risque d'être compliqué. Et aussi, quand même, il faut nuancer aussi un peu le rôle de l'utilisateur parce que c'est souvent aussi lui qui va être le vecteur d'attaque potentielle et c'est lui qui va être souvent, on va dire, responsable d'une compromission parce que c'est lui, par exemple, par une faute d'inattention, du fait qu'on ait reçu un mail de phishing vraiment très bien réalisé, sachant que tout le monde peut être victime de ça, il n'y a personne n'est exempté. C'est vraiment l'utilisateur qui peut, on va dire, impacter l'ensemble d'un SI et donc entraîner par exemple un rançongiciel ou d'autres attaques. Et donc, pour se prémunir, on va dire, des risques cyber, il y a quelque chose en cybersécurité qu'on appelle le DICP, qui est les fameux 4 points que vous allez voir ici dans cette slide, qui est la disponibilité, intégrité, confidentialité et traçabilité. C'est vraiment une valeur essentielle et sur laquelle, on va dire, toutes nos analyses de risque en cybersécurité doivent passer. C'est-à-dire qu'au niveau de disponibilité, c'est vraiment le fait qu'on puisse accéder par exemple à un service à n'importe quel moment, que par exemple, imaginons si on va avoir une disponibilité de 100% sur un service, ça veut dire qu'à n'importe quelle heure, eh ben, il soit accessible, peu importe s'il y a des attaques dessus. L'intégrité, ça va être tout ce qui va toucher au caractère précis des données, c'est-à-dire qu'on ne peut pas modifier les données et qu'elles restent intègres de bout en bout. C'est-à-dire que par exemple, on ne va pas pouvoir hop, De la ah, NS, ouais. pardon, J'ai un fait de me connecter parce qu'en fait, je me suis es- inscrit il y a 30 minutes, j'avais pas reçu le lien. Et c'est excusez-moi, qui se est-ce que vous pouvez ouais, en même temps, en fait, au final. bon, excusez-moi. Du coup, oui, je reprends avec l'intégrité tout ce qui touchait à l'exactitude et la complétude des informations, le fait de ne pas pouvoir les modifier. C'est-à-dire que, par exemple, lors d'une communication, on ne va pas pouvoir modifier le contenu et donc on conserve vraiment cette même information et ce degré d'exactitude. Souvent, elle est corrélée avec aussi la confidentialité, c'est-à-dire qu'on ne peut pas juste accéder aux informations et que tout reste bien cloisonné, bien confidentiel, et que uniquement les personnes autorisées peuvent accéder aux données concernées. Donc, c'est-à-dire, par exemple, effectuer du cloisonnement entre des utilisateurs, que quelqu'un qui a un profil technique ne puisse pas, par exemple, accéder à des données métiers, et inversement. Et enfin, la traçabilité, c'est-à-dire on va essayer de enregistrer toutes les traces, tous les événements qui peuvent se réaliser. Notamment, par exemple, lorsque vous vous connectez à votre ordinateur, ça va être bien de pouvoir générer toutes les traces qu'il y a autour, que par exemple, on puisse identifier si quelqu'un effectue sans connexion en moins de 5 secondes, on va trouver ça un peu bizarre, et donc ça va permettre d'identifier par exemple en amont des potentielles attaques, mais aussi de s'assurer que on a une cohérence dans tout ce qui est réalisé au niveau du SI.
Et donc, ces 4 principes-ci que je viens de vous présenter font, on va dire, sont un peu le pilier de l'analyse de risque. Aujourd'hui, on a beaucoup d'outils qui sont mis à disposition par l'écosystème de la cybersécurité, notamment l'ANSSI, qui est l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, avec sa méthode qui s'appelle EBIOS-RM. Donc, c'est une approche par les risques, où là, l'objectif vraiment de l'analyse de risque, ça va être d'identifier les risques sur vos données, sur vos SI, mais aussi, du coup, à partir de ça, et selon les risques identifiés, de pouvoir décliner et mettre en œuvre certaines sécurités. Vraiment, ça va être donc ces 2 étapes-ci qui vont permettre d'avoir une première démarche de cybersécurité. Et notamment avec EBIOS-RM, qui est accessible à tous. C'est une méthode qui est disponible sur le site de l'ANSSI. Ça va vous permettre, du coup, à votre organisation de mettre en place, par exemple, des processus. Où on va, par exemple, faire de l'ISP, ce qui est de l'intégration de la sécurité dans les projets. On va revoir continuellement, par exemple, dans le développement d'un produit ou le développement de son SI, quelle sécurité on pourra mettre en œuvre et donc l'améliorer. Et après, tout ce qui touche, lors de la création, ça va être définir des listes de prérequis pour qu'on puisse sécuriser tout ce que l'on va faire et ne pas arriver, par exemple, avec un produit qui pourrait être potentiellement déjà attaquable par quelqu'un et qui aurait des failles de sécurité dedans. Et donc, c'est comme je vous disais, avec le DICP, donc disponibilité, intégrité, confidentialité et preuve ou traçabilité, plus l'analyse de risque, ça permet d'avoir une cybersécurité à 360 degrés sur l'ensemble de votre SI et de vos produits. C'est-à-dire qu'en fait, l'objectif aujourd'hui, c'est que le risque zéro n'existe pas. Ça, on est au clair avec ça et c'est quelque chose qu'il faut admettre. Néanmoins, vraiment, avec ces 2 démarches-ci, l'objectif, c'est de réduire la surface d'attaque. C'est-à-dire vraiment de limiter la surface d'exposition, par exemple d'un produit, de vos services exposés sur internet, pour limiter les potentielles attaques que vous aurez dessus. Et donc, c'est pour ça qu'en ayant cette démarche et cette vision un peu 360 degrés, et on va arriver à sécuriser tant ce qui va toucher sur votre système d'information, mais les produits. Et donc d'avoir quelque chose de cohérent au niveau de votre structure et de permettre, de se couvrir au maximum de tous les côtés. Et donc, comme je vous disais, l'intégration de la sécurité doit être pensée tout au long de la démarche projet. Donc, vraiment, tant dans la phase de conception d'un projet que dans la phase de réalisation, mais que aussi dans la phase de run. C'est vraiment, c'est un travail de fond, la cybersécurité. C'est un marathon, ce n'est pas un sprint. Et du coup, c'est pour ça que on a plusieurs objectifs à définir. Donc, comme je vous ai dit, avec l'analyse de risque, définir un projet s'il est très critique ou pas, selon sa surface d'exposition, selon quelle personne il va toucher, selon quelles données on va traiter, et du coup, définir par rapport à ça des exigences de sécurité et donc pouvoir réduire la surface d'attaque. Et généralement, on va dire que la cybersécurité, c'est quelque chose qui est implémenté par les équipes de développement, par des ingénieurs en cybersécurité. Tout, c'est faux parce que tout le monde est concerné par la cybersécurité, tout le monde a un rôle. Ça peut être vraiment du business manager à la personne juridique avec, par exemple, la gestion des données, comme à ceux qui vont implémenter et mettre en œuvre l'application, le SI, développer un produit, etc. Donc, il est vraiment très important d'avoir cette vision à 360 degrés et d'avoir ce travail de fond. Donc, comme je le disais, c'est vraiment un marathon, la cybersécurité. C'est pas juste par à-coup qu'on va pouvoir sécuriser son produit. Donc à présent, là, on a vu un peu le panorama, la démarche qu'il y allait à avoir. Maintenant, je vais vous présenter les principaux mécanismes de défense à mettre en œuvre. Ça peut se valoir tant pour des applications ou des SI qui sont un peu en SaaS, comme des services qui vont être plutôt, par exemple, on-premise avec de la gestion des serveurs, etc. Du coup, durant cette partie, on va aborder 4 grands concepts. D'abord, tout ce qui va toucher au réseau, puis aux équipements avec les machines Windows, les serveurs,
Ensuite, tout ce qui va être autour de l'utilisateur avec les mots de passe, la gestion des comptes, par exemple, les médias movibles, comment ça se passe en cas de phishing, et après, comment sécuriser les accès à distance, parce qu'aujourd'hui, on est dans un monde où on travaille de plus en plus à distance et qu'on soit un peu de moins en moins sur site. Donc déjà, dans un premier temps, avoir une architecture sécurisée, c'est, on va dire, respecter 3 axes majeurs. Le premier, c'est les points d'interconnexion, c'est-à-dire qu'on va limiter les points d'entrée et sortie d'un réseau pour accéder, par exemple, à son SI d'une entreprise ou au SI d'un service, d'un produit. Pour vous donner à titre indicatif, en 2022, les attaques sur les points d'interconnexion, ça a été quelque chose de très critique et de particulièrement ciblé par tous les acteurs malveillants du coup, sur l'année passée. Ça, c'est l'ANSSI qui l'a remonté très récemment et que du coup, c'est quelque chose qui va vraiment ne pas être à négliger et donc de limiter la surface d'exposition de ces points d'interconnexion et vraiment d'en avoir très peu pour être sûr que on puisse assurer une sécurité qu'à certains endroits et qu'il ne faut pas démultiplier, on va dire, les portes d'entrée. Juste essayons d'avoir une porte d'entrée qui est blindée et qu'on essaye de sécuriser. Et justement, pour avoir un blindage de cette porte, on va dire, on va s'appuyer sur des règles de filtrage que l'on va détailler un peu plus tard, où l'objectif, ça va être essayer de contrôler et d'analyser tous les flux. On va essayer vraiment de bloquer, bah, par exemple, les flux anormaux, c'est-à-dire que, imaginons si il y a plusieurs adresses d'un pays qui tentent de se connecter et que vous trouvez ça bizarre, et que surtout c'est des tentatives de connexion, imaginons, hein, dans un temps très réduit, bah, l'objectif, ça va être essayer de les bloquer pour ne pas justement permettre à un attaquant de rentrer sur votre SI. Et enfin, ça va être de cloisonner, c'est-à-dire qu'on va essayer de cloisonner tant le réseau extérieur, mais aussi tous les réseaux internes. C'est vraiment que, bah, par exemple, si imaginons un attaquant arrive à rentrer dans votre système d'information, bah, c'est qu'il ne puisse pas, par exemple, rebondir sur des postes ou à la limite sur des serveurs que vous avez, justement pour tout compromettre votre infrastructure. L'objectif, c'est vraiment d'essayer de définir des droits fins de telle sorte qu'on ne puisse pas aller, on va dire, d'un point A à un point B au sein de votre système d'information, mais aussi tout ce qui va être d'un point de vue extérieur, donc tout ce qui va être exposé sur Internet. Donc, par exemple, que si vous avez un produit, bah, qu'on ne puisse pas se connecter à une surface d'administration depuis Internet. Imaginons. Je vous ai parlé là à l'instant de filtrage. Je vais vous prendre le cas d'un exemple concret et du coup de son fonctionnement, qui est celui du pare-feu. Le pare-feu, c'est vraiment un outil de cybersécurité qui se situe au niveau de la couche réseau. Donc, c'est-à-dire, c'est qu'on va bloquer des adresses IP ou des flux qui sont anormaux selon certains protocoles. Donc, vraiment, le rôle du pare-feu, ça va être d'empêcher la propagation de toutes les attaques. C'est quelque chose que l'on va placer au niveau des points d'entrée, par exemple dans votre SI, pour limiter qui pourrait se connecter, mais aussi au niveau, on va dire, bah, par exemple, si vous avez une zone qu'avec vos PC, une zone SI qu'avec des serveurs, c'est vraiment, on va essayer de limiter les flux anormaux et les protocoles qui pourraient être un peu dangereux. Et du coup, ça va permettre, en faisant cela, de contrôler les flux de données et de filtrer les communications en les rejetant ou en les autorisant. Et c'est à partir de là aussi, comme je vous ai parlé tout à l'heure, on va pouvoir effectuer aussi de la traçabilité, c'est-à-dire qu'on va pouvoir analyser ce que le pare-feu va remonter en disant, bah voilà, à telle heure, telle adresse IP a essayé de se connecter à tel serveur, et du coup, ça, on l'a bloqué. Et du coup, pour définir une règle de filtrage, ça se situe selon le tableau que vous pouvez voir en bas de la page,
où, par exemple, on va d'abord mettre la source, donc par exemple, quel protocole, de quelle adresse IP on a l'entrant. Donc, par exemple, si moi je me connecte à votre SI, la source, ça va être moi, parce que j'ai essayé d'accéder à un service. La destination, ça va être vous. À partir de quel protocole? Et après, on va pouvoir mettre une règle en disant, bah voilà, on m'autorise ou on m'empêche d'y passer. Et justement, là, il faut vraiment faire attention aux règles de filtrage que l'on définit, parce que il y a certains protocoles ou certains ports qui ont, on va dire, certaines fonctionnalités et qui peuvent être vraiment vecteurs d'attaque. Là, j'en ai listé un vraiment à titre indicatif, qui est justement à bloquer quoi qu'il arrive, qui est le port 23 qui est utilisé pour Telnet. En effet, lui, ça va permettre de se connecter en clair, c'est-à-dire on ne va pas avoir de communication chiffrée, par exemple, à des données, et donc d'y accéder directement. Et donc ça, par exemple, ça, c'est un port qui est vraiment à fermer de votre côté pour limiter la surface d'attaque. Ça va aussi se recouper un peu avec le durcissement qu'on va voir dans les prochaines slides. Quelque chose aussi qui est très important et que je pense que vous avez tous entendu parler, mais qui n'est pas souvent, enfin qui n'est pas à chaque fois déployé par les entreprises, c'est l'antivirus. Euh, je suppose que potentiellement, vous aussi, vous en avez sur votre suite bureautique personnelle. Donc, on va passer assez rapidement sur le sujet. Mais l'objectif, c'est vraiment lorsqu'il y a un logiciel malveillant qui va, par exemple, s'introduire sur votre système d'information, ça va être de limiter et d'empêcher, par exemple, la propagation d'un virus. Et du coup, ne pas avoir d'antivirus et que s'il y a un logiciel malveillant qui va se propager, par exemple, sur votre SI, ça peut avoir plusieurs impacts, notamment, bah, par exemple, vous, de votre côté, vous pouvez avoir une navigation web qui va être ralentie. On peut avoir un risque de compromission de plusieurs machines parce que ça va le virus va pouvoir se répliquer ou être transmis à d'autres machines. Ça va permettre aussi de compromettre ou d'exfiltrer certains fichiers. Donc vraiment, c'est quelque chose de très important aujourd'hui de se doter d'un antivirus parce qu'il va permettre de détecter, d'isoler et de supprimer tous les logiciels malveillants. Pour vous dire, aujourd'hui, il n'y a pas forcément que des solutions payantes à des antivirus. Il y a des solutions qui sont open source, notamment, par exemple, je vous donne un exemple qui est Clamavee. C'est un antivirus que tout le monde peut configurer. C'est pas quelque chose de très difficile à mettre en œuvre. Et si enfin, ça peut déjà vraiment ça peut être vraiment bénéfique sur certains services sensibles ou sur certains serveurs. Actuellement, un antivirus, comment ça fonctionne? C'est qu'il va utiliser, on va dire, des signatures. En fait, chaque, par exemple, logiciel malveillant, globalement, est associé à une signature. C'est ce qui le reconnaît. Et en fait, l'antivirus possède dans sa base de données une liste d'ensemble de ces signatures. Et lorsque, par exemple, vous recevez un nouveau fichier, exactement, oui, un nouveau fichier, l'antivirus va comparer la signature de ce fichier avec sa base de données. Et s'il trouve un match, donc c'est-à-dire que potentiellement il a détecté un logiciel malveillant, il va pouvoir l'isoler ou enfin donc le mettre en quarantaine ou directement le supprimer et empêcher une propagation potentielle d'un rançongiciel sur votre SI. Et aussi, ce qui est important, c'est que du coup, ces bases de données antivirales nécessitent quand même d'être mises à jour assez régulièrement parce que si on n'actualise pas cette base de données dans lesquelles il y a toutes ces signatures, bah, l'antivirus, il devient un peu obsolète. Imaginons qu'on a un nouveau virus qui vient d'apparaître. Si votre antivirus, lui, il n'est pas mis à jour, et ben donc il ne le détectera pas et il laissera passer, on va dire, un virus potentiellement. Et je l'ai mis aussi en bas, on va dire, une information en plus qui permet d'aller plus loin,
qui est les EDR. C'est vraiment une nouvelle technologie aujourd'hui qui va permettre de faire de la détection comportementale sur la base d'intelligence artificielle au niveau des PC utilisateurs. Attention, un EDR, pardon, ne remplace pas un antivirus. Ce n'est pas les mêmes objectifs. Un antivirus, comme je vous l'ai dit, il va analyser les signatures, alors qu'un EDR, lui, il va plutôt faire de l'analyse comportementale, c'est-à-dire que s'il trouve qu'un comportement utilisateur est un peu suspicieux, c'est-à-dire que on essaye par exemple d'accéder à des interfaces administrateurs, on tente de rentrer plusieurs fois des mots de passe administrateurs et que c'est un échec, il va lever une alerte et donc empêcher par exemple le fait qu'un attaquant puisse aller plus loin lorsqu'il va déployer son virus ou son malware. Mais du coup, c'est une bonne pratique d'avoir les deux. Donc, tant la partie antivirus, qui est vraiment la base de la base, qui est vraiment, j'allais dire, un must-have, et après, on a aussi la partie EDR. Et notamment, on a plusieurs actuellement solutions souveraines qui sont certifiées par l'ANSSI, dont je vous ai parlé un peu plus tôt dans la présentation, et qui sont très reconnues comme Tetris, etc., Arfanglab. Donc, je vous invite à aller vous renseigner sur ces solutions qui permettent vraiment de se protéger, d'avoir une défense en profondeur. Ensuite, sur la partie sécurisation des différentes machines, donc au niveau poste et serveur, il y a quelque chose de très très important à mettre en œuvre parce que, on va dire, le fait que les machines soient mal sécurisées, c'est une porte très importante pour les attaquants parce que ça va permettre à une vulnérabilité soit d'être présente, soit à un attaquant d'aller bouger comme il le souhaite au sein de votre SI. Et donc, la première action qui est essentielle à mettre en œuvre, c'est le durcissement. Et donc, comme je vous l'ai déjà dit à maintes reprises déjà, le but du durcissement, ça va être de limiter la surface d'attaque. C'est-à-dire que, par exemple, je reprends l'exemple du pare-feu dont on a évoqué un peu plus tôt. En fermant certains ports, en bloquant certains ports, on réduit la surface d'attaque du SI. Et donc, ça va être quelque chose comme ça que l'on va mettre en œuvre, mais là, au niveau directement des postes et des serveurs. Les postes et les serveurs, par exemple, sont joignables par certains protocoles, par certains ports. Et bah, si il y en a certains qui ont aucune utilité, notamment, par exemple, encore le fameux Telnet dont on a pu évoquer un peu plus tôt, mais aussi, par exemple, le port 80 avec le HTTP. Si tout ça, ce sont des choses qui n'ont pas d'utilité, il va être important de réduire et de les fermer justement pour éviter pour éviter, on va dire, plus d'attaques et plus de surface d'exposition. Après, il y a aussi tout ce qui va toucher, par exemple, à la désinstallation des programmes et des logiciels inutiles. Parce que qui dit qu'on a des logiciels inutiles ou des programmes, dit potentiellement qu'ils ont des vulnérabilités. Notamment, enfin, je pense que tout le monde, peut-être, vous en avez déjà entendu parler récemment, avec Log4j, qui était une vulnérabilité très connue au moment de janvier de l'année dernière, où là, on utilisait des bibliothèques Java, etc. Et du coup, là, l'objectif, ça va être vraiment de supprimer enfin de limiter vraiment la surface d'exposition de tous ces programmes, bibliothèques, logiciels. Et enfin, aussi, quand on parle de durcissement, il n'y a pas qu'aussi au niveau, on va dire, logique, mais il y a aussi au niveau, par exemple, physique de votre PC. C'est-à-dire que on va pouvoir mettre, par exemple, des restrictions d'utilisation des clés USB pour pas que cette dernière vous contienne des virus ou des malwares et puisse après se propager sur le SI. Et enfin, on vient de l'évoquer, vraiment, il est important de se doter d'un antivirus et en plus, si possible, d'un EDR. Après, le deuxième point, c'est tout ce qui va toucher aux mises à jour. Donc vraiment, ça va être essayer de se renseigner sur l'ensemble des mises à jour qui sont disponibles, de essayer de les appliquer dans un délai,
on va dire, convenable. Pour vous dire, on considère qu'actuellement, des mises à jour très critiques, donc comme Log4j qu'on a pu rencontrer en janvier de l'année dernière, il faut que les correctifs soient déployés dans la semaine. Sinon, on va dire de bonnes pratiques, on va dire les correctifs, il faudrait que ce soit déployé entre 1 et 2 mois suivant leur sortie pour ceux qui ne sont pas très critiques. Et justement, pour se tenir au courant de toutes ces informations, quand est-ce que je dois déployer des correctifs, nous, on vous conseille vraiment de suivre les failles et l'actualité que, par exemple, le CERT-FR ou le CERT-Santé vont publier. Ce sont des cellules de réponse à incidents qui vont publier des vulnérabilités et du coup, ça va aussi vous indiquer la criticité, par exemple, de certaines attaques potentielles. Et donc, c'est vraiment un bon moyen de savoir si on doit effectuer des mises à jour ou non. Et enfin, je pense que c'est un point très important, on l'a un peu évoqué dans le rôle de l'utilisateur tout à l'heure, c'est effectuer du suivi. Si, par exemple, il n'y a personne qui effectue de la mise à jour, s'il n'y a personne qui effectue un suivi des machines pour contrôler l'antivirus, pour savoir ce qui se passe, s'il y a des fichiers qui sont potentiellement mis en quarantaine, des fichiers qui sont potentiellement passés, etc. Effectivement, ça veut dire qu'on va avoir une attaque potentielle sur notre SI. Et vraiment, ça, c'est un risque majeur. Pour vous donner à titre indicatif, on peut mettre en place des sondes qui vont détecter, mais s'il n'y a personne qui est derrière pour détecter l'attaque, ça ne sert pas à grand-chose d'avoir dépensé beaucoup d'argent dans une nouvelle technologie. Donc c'est vraiment cette démarche continue, cette démarche vraiment tous les jours, on va effectuer un peu de suivi, voir s'il n'y a pas d'urgence sur notre SI, parce que surtout si on a tendance à se faire compromettre, plus on va arriver à détecter une attaque tôt, moins les risques après seront graves. Toujours dans la démarche des équipements réseau, il est, on va dire, très important de pouvoir sécuriser tout ce qui va toucher, par exemple, à vos routeurs, à vos switches. Donc, c'est eux qui vont pouvoir vous permettre d'aller sur Internet. Donc, c'est là, ça va être la porte d'entrée ou la porte de sortie vers Internet. Tout ce qui va être aussi en interne. Donc, vraiment les interconnexions. Et donc là, même règle, même combat, j'allais dire. L'objectif, ça va être de sécuriser toutes les interconnexions possibles, d'effectuer du durcissement à ce niveau-là et vraiment de pouvoir mettre en place des sécurités à toutes les communications. Donc vraiment, comme vous pouvez le voir, le périmètre est très large. Vraiment, c'est des postes, des serveurs, des routeurs slash switch, donc des équipements réseau, plus des briques logicielles qui vont vous permettre de vous protéger avec les pare-feux, l'antivirus, etc. Et donc, c'est tout ça qui va vous permettre d'initier et d'avoir une démarche de cybersécurité et donc de réduire votre surface d'attaque. Là, j'ai juste voulu vous faire un petit focus sur les risques qu'il y a par rapport à une application web, parce que c'est toujours important de quand même le dire. Là, c'est un exemple où on a repris ce qu'on a pu vous présenter un peu tout à l'heure avec le disponibilité, confidentialité, intégrité, preuve, où là, justement, on vous donne un peu un exemple concret. Si vous avez un serveur web qui est exposé sur Internet, ou par exemple un service Internet, juste le site de votre structure, de votre entreprise. Derrière, il peut y avoir des données sensibles et du coup, l'objectif, ça va être justement d'essayer de cloisonner, d'empêcher on va dire, de contenir et de sécuriser les données qu'il y a dessus, donc en assurant vraiment une certaine confidentialité, parce que si on ne fait pas ça, si on fait une approche par les risques, vous pouvez avoir des conséquences financières ou des pertes de confiance de vos clients, par exemple. De même, si on se situe au niveau de la disponibilité, si par exemple un serveur web est ciblé par une attaque déni-service, donc on essaye vraiment de le rendre inaccessible et indisponible pendant une durée indéterminée, ça peut entraîner une perte de revenus et de productivité de votre côté, parce que du coup, vous n'êtes plus en visibilité. De même,
Pour tout ce qui va toucher à la traçabilité, donc c'est vraiment quelque chose qui va permettre de rentrer sur votre système d'information et c'est vraiment une porte d'entrée. Et donc, il est vraiment important de savoir qui fait quoi. Est-ce qu'on accède par exemple à une interface administrateur? Est-ce que c'est juste, on va dire, un client lambda qui se connecte, etc. Donc vraiment de pouvoir savoir qui fait quoi sur cette porte d'entrée. Et enfin, tout ce qui va toucher à l'intégrité, c'est-à-dire qu'il y a des attaquants qui vont s'amuser, par exemple, à modifier une page web et, par exemple, effectuer leur pub ou, par exemple, déposer des fichiers que l'on pourrait télécharger et donc modifier le contenu de votre serveur. Et là, après, lorsqu'un utilisateur va vouloir télécharger ce fichier, bah, c'est évidemment une pièce jointe vérolée. Et donc après, ça va entraîner un malware ailleurs et pas forcément que, depuis votre SI, mais vous serez impliqué dans cette attaque. Donc voilà, donc là on a fait un peu le tour de sécuriser les équipements, vraiment les portes d'entrée qu'il pourrait y avoir. Donc là on était vraiment au niveau réseau et niveau machine, donc tout ce qu'on pouvait faire. Là maintenant je vous propose de rentrer un peu plus dans le détail dans la politique des gestions de compte. Donc on va vraiment toucher à qui peut se connecter, comment les utilisateurs vont pouvoir prouver que c'est bien eux, la gestion des privilèges, etc., etc. Donc déjà, le premier sujet qui est important, c'est les comptes génériques et les comptes nominatifs. Aujourd'hui, on considère qu'un compte générique, c'est vraiment, bah, par exemple, un compte qui n'appartient pas à une personne en particulier, mais qui est lié plutôt à une fonction ou, par exemple, à un service permettant d'effectuer, on va dire, de l'administration, etc. C'est vraiment un compte utilisateur très générique, du style, par exemple, comme identifiant user et où le mot de passe va pouvoir être partagé entre plusieurs personnes ou servir à un service très spécifique. À l'inverse, un compte nominatif, là, eux, ils sont associés, par exemple, à une personne très spécifique. Derrière, il y a des habilitations qui peuvent être attribuées, c'est-à-dire qu'un utilisateur va pouvoir effectuer certaines actions et que, du coup, pour chaque compte, on va essayer d'assurer une traçabilité de toutes ces actions. Donc, bah, par exemple, quand il accède à un service, quand il tente de se connecter à une interface, quand, par exemple, un administrateur essaye d'accéder à un serveur, etc., etc. Et vraiment, nous, en cybersécurité, ce que l'on recommande, c'est vraiment de minimiser au maximum les comptes génériques. Idéalement, il ne faudrait pas en avoir. Un compte générique, l'objectif, c'est, s'il doit y en avoir, c'est vraiment une utilisation ponctuelle. Et hormis de ces utilisations ponctuelles, ils doivent être désactivés temporairement et réactivés que lors de ce besoin très spécifique. Donc vraiment essayer, vraiment d'essayer de mettre en place dans vos entreprises slash structures slash entités uniquement des comptes nominatifs parce que c'est vraiment de là où on va limiter la surface d'exposition. Après, autour de ces comptes nominatifs, ce qui est important, et c'est vraiment une notion phare en cybersécurité, c'est ce que l'on appelle le principe du moindre privilège. Donc, c'est accorder à un utilisateur le niveau d'accès minimum requis pour ses fonctions. Je vous donne un exemple. Un administrateur IT n'aura pas les mêmes droits que, par exemple, quelqu'un qui va gérer la comptabilité de l'entreprise ou de la structure. Et donc, ça va être, par exemple, pour la personne qui fait de la comptabilité, d'avoir juste des accès au service ou à l'outil qui permet d'effectuer de la comptabilité pour pouvoir entrer des données. Mais l'administrateur système, lui, en plus, il n'aura pas accès, par exemple, à l'outil en lui-même, mais il pourra l'administrer. Et donc, c'est vraiment deux droits totalement différents. Et de même, aussi, petite parenthèse, s'il y a plusieurs administrateurs au sein d'une même entreprise,
on ne va pas donner les mêmes droits à ces administrateurs. C'est-à-dire que, par exemple, il y en aura un, je donne un exemple très très large pour que vous puissiez comprendre. Il y en a un qui va pouvoir, par exemple, effectuer que de la suppression, et l'autre effectuer que, par exemple, des modifications. C'est-à-dire que si un attaquant prend le contrôle d'un des deux comptes, il ne pourra pas avoir des droits de super administrateur sur l'ensemble du système d'information, mais uniquement sur une petite partie et on limite la possibilité des attaques et de tout ce qui pourrait être réalisé sur un système d'information. Je veux aussi, il y a une notion qui est très importante et que souvent on oublie, donc c'est comme dans du suivi, ça rentre exactement dans cette même catégorie-là, qui est la revue des comptes. Je vous ai listé un petit scénario. Imaginons dans votre entreprise, votre structure, vous avez un collaborateur qui s'en va, qui a posé sa démission et il part. Donc, normalement, dès qu'il est parti, dès que ce collaborateur, collaboratrice aura rendu son système, enfin son PC, ses accès, etc., il faudrait idéalement révoquer tous les droits qui lui sont associés. Mais comme on n'a pas effectué de suivi, bah, on n'a jamais supprimé ces droits. Donc, ça veut dire que, imaginons, si c'est c'est un compte qui sera toujours actif. Un attaquant, après, arrive à accéder à votre système d'information, se rend compte que ce compte n'a jamais été désactivé, arrive de s'emparer de son mot de passe et réutilise. Il aura des droits directement, du coup, dans votre système d'information. Et après, il aura un accès, on va dire, légitime, ou même de vous, de votre côté, potentiellement, vous ne vous en rendrez pas compte, parce que ça ne lèvera aucune alerte, parce que c'est un ancien collaborateur de votre structure. Et donc, à partir de là, cet attaquant va pouvoir déployer un rançongiciel très facilement sur votre système d'information. Et du coup, c'est vraiment très important qu'aujourd'hui, il faut faire du suivi et de la gestion d'habilitation parce que c'est une vulnérabilité majeure qui est utilisée vraiment dans, par exemple, dans des gros annuaires où il est difficile, bah, par exemple, d'avoir une vue d'ensemble, mais c'est pourtant essentiel qu'il faut effectuer cette revue d'habilitation très régulièrement pour être vraiment au maximum le plus à jour possible. Et donc là, pour les plus grosses structures, il est essentiel d'avoir pour les équipes SI un lien constant avec les équipes RH qui vont pouvoir transmettre les informations. Et c'est vraiment un travail conjoint qui vont permettre de faire de la gestion des identités et des accès. C'est ce qu'on appelle de l'IAM en cybersécurité. Ensuite, un peu de sensibilisation autour des politiques de mots de passe. On va être assez rapide dessus parce que l'objectif, j'ose espérer que ici, au sein de cet atelier, tout le monde a un mot de passe très sécurisé avec au moins 12 caractères de long, majuscules, minuscules, chiffres et caractères spéciaux. C'est vraiment quelque chose qui est essentiel pour un utilisateur. Et on va considérer 15 caractères pour les administrateurs, les services sensibles et les comptes génériques, comme je vous ai dit tout à l'heure, si vraiment vous n'avez pas de choix et que vous devez les utiliser. Donc idéalement, quelques bonnes pratiques autour de ça, bah voilà, on va pas s'amuser, par exemple, à avoir un mot de passe Julien suivi de ma date de naissance, par exemple. On va essayer d'avoir des mots de passe différents, si possible, pour chaque service. Comme ça, un attaquant ne pourra pas rebondir sur plusieurs services à partir d'un même compte. Et il faut essayer, on va dire, aujourd'hui, il y a une bonne pratique, c'est de conserver vos mots de passe dans un endroit sécurisé pour ne pas les partager avec quelqu'un. C'est-à-dire ne pas, par exemple, les rédiger sur un post-it. Actuellement, on a plusieurs outils qui nous sont mis à disposition, notamment certains qui sont certifiés par l'ANSSI, qui est par exemple KeePass. C'est-à-dire que là-dedans, en fait, c'est un gros gestionnaire de mots de passe. Vous avez besoin de retenir qu'un seul mot de passe, un mot de passe maître. Et après, dedans, vous allez pouvoir stocker tous vos mots de passe, par exemple, pour plusieurs services.
Ça, c'est très intéressant et c'est des outils qui sont, on va dire, il y en a un bon nombre qui sont ouverts et accessibles à tous, donc en open source, et qui vont vous permettre de sécuriser vos mots de passe parce que vous avez juste besoin de retenir votre mot de passe sécurisé, votre mot de passe maître, et après, vous allez avoir tous vos mots de passe qui vont être listés et chiffrés, donc inaccessibles si quelqu'un n'a pas le mot de passe maître, et donc oui, inaccessible. De plus, aussi, quand même, petite parenthèse, pour ceux qui ont déjà un outil de ce style-là, donc KeePass, VeraCrypt, etc., il est important d'effectuer des sauvegardes de votre KeePass. C'est juste une petite, on va dire, une petite recommandation en plus, parce que, imaginons, c'est compromis. Si quelqu'un arrive à compromettre votre KeePass ou arrive à obtenir votre mot de passe, eh ben, c'est inefficace. Si quelqu'un modifie tous les mots de passe et il modifie par exemple votre mot de passe maître, mais même sans avoir accès aux autres, eh ben, ça veut dire que ça serait compliqué pour d'accéder après pour vous à vos autres services. Donc, il est important d'avoir une sauvegarde de ces données-ci en plus. Et évidemment, bah oui, donc c'est très bête, mais on n'écrit pas son mot de passe sur un post-it. Ça peut arriver même dans plusieurs grands groupes actuellement où il y a encore ces mauvaises pratiques. Donc vraiment, c'est vraiment à bannir et on est dans une démarche cyber, dans une démarche de cybersécurité où maintenant on va vouloir sécuriser avec 12 caractères tous ces mots de passe. Par ailleurs aussi, et je terminerai là-dessus sur cette slide, une petite, on va dire une bonne pratique, c'est que on disait ah oui, il faut maintenant modifier ces mots de passe tous les 3 mois parce que c'est une bonne pratique. Comme ça, un attaquant, il ne pourra pas accéder à des services sensibles, etc. Aujourd'hui, l'ANSSI ne préconise plus de modifier tous ces mots de passe tous les 3 mois. Pourquoi? Parce qu'on considère que, à date, avec les technologies que l'on a, craquer un mot de passe de 12 caractères de long avec majuscules, minuscules, chiffres et caractères spéciaux, c'est très, très long. C'est plusieurs années pour en casser un. Donc, on considère qu'aujourd'hui, si vous remplissez ces prérequis-ci, il n'y a plus besoin de faire la modification de mot de passe continuelle. Donc, nous, moi, ce que je vous conseille, c'est au niveau, par exemple, de vos interfaces avec vos utilisateurs, si vous avez la possibilité de définir la politique de gestion de mot de passe, vous mettez un mot de passe assez long, donc avec un prérequis de 12 caractères et majuscules, minuscules, chiffres, caractères spéciaux. Et donc, à partir de là, on ne vous demandera plus de le changer tous les 3 mois. Mais là, vous serez déjà aussi dans une démarche cyber parce que c'est trop long à casser. Mais donc, on fait ça uniquement si vous vérifiez et vous imposez à vos utilisateurs, administrateurs, ces prérequis-là. On en a un peu parlé déjà autour de la gestion des accès. Juste, il y a deux notions qui sont très importantes à définir avant d'aller plus loin, qui est l'identification et l'authentification. L'identification, ça va être le fait d'établir l'identité de quelqu'un. Donc, par exemple, prouver que moi, dans mon cas, je suis bien Julien Moreau. Et l'authentification, ça va être le fait de permettre à la personne, donc à moi, par exemple, à Julien Moreau, que c'est bien moi. C'est-à-dire en donnant un mot de passe, en mettant, par exemple, une donnée biométrique, etc. Et du coup, c'est quelque chose qui est très important, c'est la différence authentification simple et authentification multifacteur. L'authentification simple, aujourd'hui, la définition, c'est juste prouver son identité avec une seule preuve. Donc, par exemple, un login mot de passe. Donc, l'identité, par exemple, un identifiant, je donne un exemple qui ne serait pas du tout sécurisé, ça serait J Moreau et mon mot de passe 1, 2, 3, 4. Donc ça serait juste une authentification simple. Aujourd'hui, on préconise d'avoir une authentification multifacteur avec plusieurs preuves. Donc ça peut être fait par plusieurs mécanismes. C'est-à-dire que moi, je vais d'abord me connecter avec un login mot de passe et en plus, je vais avoir une deuxième vérification. Ça peut être par exemple une empreinte digitale
qui sont directement intégrées au niveau de mon ordinateur, donc une donnée biométrique qui prouve bien que je suis Julien Moreau. Ça peut être un code sur le smartphone que vous allez recevoir, donc un code OTP, donc qui est valide une fois. Vous avez aussi des applications avec des codes qu'on appelle TOTP, donc pour la suite Microsoft et Google, par exemple, je pense notamment, vous allez recevoir sur ces applications-ci un numéro qui vont donc vous demander de le confirmer depuis l'application. Et donc tout ça, ça peut être par exemple des mécanismes qui vont faire du deux facteurs. Ça peut être aussi dans le domaine de la santé, je pense à ça avec la carte CPS ou la carte ICPS. Donc ça, c'est vraiment des facteurs importants à mettre en œuvre et vraiment essayer de bannir l'authentification simple. Ensuite, pour tout ce qui va permettre de sécuriser on va dire, les comptes, la gestion des identités, des accès. On a pris le cas là de Microsoft, qui est l'Active Directory. On va dire, ça c'est un peu le cœur d'une infrastructure SI. C'est équivalent aussi chez Linux, par exemple, avec un service LDAP, pour entrer un peu plus dans le détail, où l'objectif c'est d'avoir un annuaire où vous allez recenser tous les utilisateurs, tous vos équipements, etc., avec des groupes, des rôles, des politiques qu'il va y avoir dessus, etc. Et du coup, c'est vraiment, on va dire, le cœur de votre récit. Autant vous dire que si on compromet un Active Directory, ça sent pas très bon pour votre infrastructure à date, parce que ça veut dire que potentiellement la personne a un accès administrateur, va pouvoir empêcher tous les administrateurs, tous les utilisateurs de se connecter, va pouvoir déconnecter du réseau tout, enfin du SI, tous les équipements, etc. Et du coup, il est vraiment très important de pouvoir sécuriser cette ressource. C'est vraiment quelque chose de phare. On a défini, on va dire, quatre piliers essentiels qui vont vous permettre de sécuriser votre Active Directory. Donc, c'est d'identifier les utilisateurs. Donc, par exemple, avec un modèle Airbag, donc ça va être un modèle où on va être basé sur le rôle de chacun dans l'organisation. Par exemple, imaginons bah, tout le service IT, il aura ça comme rôle. Tout le service RH, il va avoir ça comme rôle enfin, au sein du SI, etc., etc. Et aussi, ça va être de le corréler avec le principe du moindre privilège dont on a parlé un peu plus tôt. Après, on va essayer de renforcer la sécurisation de l'Active Directory, notamment avec le tiering model. Donc, c'est-à-dire, on va catégoriser les données qu'on va renseigner dans l'Active Directory et les sécuriser en fonction de leur criticité, ce qui va permettre de gérer leur stockage de manière plus fine, de permettre de dire, ah ben voilà, il va falloir que j'accentue mes sauvegardes là-dessus et aussi de définir au niveau de votre Active Directory, donc tant pour vous connecter, pour l'administrer, mais aussi au niveau des utilisateurs, définir des politiques et des gestions de mots de passe assez élevées, donc, dont on a parlé un peu plus tout à l'heure, avec les 12 caractères, etc., etc. Et enfin, toujours, la cybersécurité, encore une fois, c'est un marathon. Donc, il faut surveiller continuellement, surtout arriver à surveiller votre Active Directory. C'est vraiment essentiel d'effectuer, on va dire, du contrôle quotidien pour mettre en place on va dire, des analyses, collecter les événements qui se sont passés. Donc, pourquoi un administrateur a modifié telle ressource, donc a supprimé, révoqué un compte. Pourquoi, par exemple, un administrateur aurait réactivé un compte administrateur? Ça pourrait être suspect, etc. Du coup, ça permet de mettre en œuvre, on va dire, une gestion et une approche par les risques et de réagir rapidement à un incident. Et enfin, anticiper tous les risques avec les sauvegardes régulières. Donc, on va sauvegarder régulièrement l'état de notre Active Directory. On va en parler un peu plus tard sur comment on fait de bonnes sauvegardes, mais aussi de mettre en place
un plan de reprise d'activité, donc un PCA-PRA, donc plan de continuité d'activité et plan de reprise d'activité, où donc là, imaginons si on a été compromis, c'est définir des procédures en disant, bon bah voilà, j'ai été compromis, le service 1, pour que je revienne dans un état nominal, il faut que je relance en priorité la comptabilité, qui est à 99% le cas dans n'importe quelle structure, en premier, après les systèmes informatiques critiques, après les services métiers, etc., etc. Ensuite, pour se connecter à distance, surtout qu'aujourd'hui le télétravail est de plus en plus présent avec la crise sanitaire que l'on a rencontrée il y a quelques années, pour ce faire, une des premières méthodes à mettre en œuvre, c'est le VPN. Donc le VPN, c'est l'acronyme de Virtual Private Network. Donc ça va être de mettre en place un réseau privé virtuel qui va permettre par exemple de vous connecter depuis chez vous, donc là où vous habitez, au SI de votre entreprise de manière sécurisée. L'objectif du VPN, ça va être d'authentifier qui se connecte au SI et aussi d'encapsuler tous les flux qu'il va y avoir de manière sécurisée. Pour ça, on va utiliser des protocoles de chiffrement qui vont venir sur le VPN, mais du coup, toutes vos communications seront chiffrées et donc on ne pourra pas, par exemple, voir le contenu de celles-ci s'il y a quelqu'un qui s'amuse à les écouter. Donc à effectuer, pour ceux qui le souhaitent savoir, le nom de la tag, par exemple, du man in the middle, donc quelqu'un qui est au milieu de la communication pour déchiffrer. Donc là, on va empêcher cela. On va pouvoir vraiment contenir, assurer une confidentialité, une intégrité de la donnée qui va transiter. Et donc, c'est vraiment essentiel d'en disposer un, surtout que monter un VPN aujourd'hui, c'est pareil que l'antivirus, il y a des solutions qui sont open source et qui peuvent se déployer très très rapidement. C'est l'affaire si on y va un peu à fond et qu'on va dire on ne connaît pas le sujet, en 2 jours on peut avoir un VPN de montée pour une petite entreprise ou une petite structure. Et donc, vraiment, c'est très important d'avoir ces sécurités-là. Alors, je viens de voir qu'on a eu une question sur, par exemple, quel VPN on pourrait avoir. Il y a OpenVPN qui pourrait être mis en œuvre. Après, dans tout ce qui va toucher à des, on va dire, des licences payantes, pour le coup, on va avoir PulseSecure. On a aussi, avec Fortinet, on a aussi Cisco, etc. Donc il y a vraiment beaucoup de solutions qui sont tant open source que proposées sur le marché qui vont permettre aujourd'hui de mettre en place du VPN. Et c'est vraiment essentiel aujourd'hui pour les utilisateurs qui se connectent à distance. Et c'est vraiment un must-have. Et enfin, donc là, on va dire, c'est vraiment si on veut aller encore un cran plus loin, c'est le déploiement d'un bastion. Donc vraiment, on a vu le VPN qui permet d'assurer une communication un peu chiffrée de bout en bout. Le bastion, on a fait une analogie avec un château fort et son pont-levis. Le bastion va vraiment constituer les remparts du château pour savoir qui va pouvoir se connecter, effectuer des actions utilisateurs et d'assurer une traçabilité. Aujourd'hui, les VPN, c'est vrai, pardon, les bastions, c'est sécuriser les accès à distance depuis l'extérieur du réseau. Dans les bonnes pratiques, on va mutualiser le VPN et le bastion, parce que le bastion va permettre de faire de la gestion des utilisateurs beaucoup plus finement que, que juste du VPN simple, où là, bah, si on a installé un VPN sur un PC, par exemple, tout le monde va pouvoir s'y connecter. Comment ça se passe aujourd'hui, un Bastion? C'est que vous allez avoir un portail web. Quand vous allez vous y connecter, généralement, je simplifie, vous allez avoir automatiquement le VPN et le Bastion va s'assurer que c'est bien vous qui êtes derrière. Donc, vous vous connectez à votre SI pour savoir si vous avez le droit d'accéder, par exemple, à des ressources, à certains logiciels, etc., etc. Et donc, ça va permettre de mettre en œuvre des règles de sécurité. C'est vraiment un filtre au niveau compte des utilisateurs, identité et gestion des accès de l'ensemble de votre parc informatique.
Et du coup, ça va permettre, par exemple, à un utilisateur de dire, bah voilà, non, toi qui fais de la comptabilité, tu ne peux pas accéder, par exemple, à l'administration de certains services. Aujourd'hui, il y a plusieurs... Tu as une Oui, petite question dans le chat, excuse-moi, oui, pardon, Julie. je l'avais pas vu. Oui, oui, vas-y. Alors, du coup, je Certains regarde. opérateurs télécoms imposent leur VPN, les VPN open source passeraient-ils quand même? Alors, pas forcément. Ça va dépendre un peu des configurations. Quand on vous impose, un VPN, généralement, c'est compris dans l'offre et j'allais dire autant en bénéficier. C'est le plus logique. Néanmoins, si vous n'en avez pas passé par un VPN open source que vous pouvez déployer de votre côté. Après, si aussi, par exemple, un opérateur vous fournit un VPN, mais que pour X ou pour Y qui ne répond pas à votre besoin, vous pouvez en monter un à côté. C'est pas quelque chose de, on va dire, d'exclusif lorsqu'un opérateur va vous donner l'accès à son VPN. En fait, vraiment, il faut voir que le VPN, juste si on rentre un peu dans des détails très rapidement, très haut niveau, mais un peu techniques, le VPN, en fait, fonctionne sur des échanges de clés, c'est-à-dire que si vous n'avez pas la clé, vous ne pouvez pas avoir une communication sécurisée. Et du coup, le VPN, vous allez installer un certificat sur le PC qui souhaite se communiquer, qui souhaite, oui, s'interconnecter. Donc, par exemple, moi, sur mon ordinateur, pour me connecter au réseau de l'agence, j'ai un VPN qui va me permettre de me connecter au système d'information. Parce qu'on m'a installé dessus un certificat. Et donc, quand je demande à me connecter, je présente ce certificat en disant, bah voilà, moi, Julien Moreau, expert en cybersécurité de l'ANS, je peux me connecter. Mais du coup, si vous, de votre côté, vous avez envie d'utiliser une autre solution, ce n'est pas exclusif à votre opérateur. Donc j'espère que j'ai répondu à votre question. N'hésitez pas à revenir si ce n'était pas très clair. Et du coup, juste pour conclure sur les bastions, actuellement, il y a plusieurs solutions qui sont qualifiées par l'ANSSI, notamment ce sont des solutions françaises avec Walix et Systantia. Alors là, pour coup, mettre en œuvre un bastion, ça a un certain coût, mais vraiment, c'est quelque chose qui va vraiment permettre de sécuriser votre SI et l'accès depuis l'extérieur. Ou même en interne, hein, ça, on peut aussi très bien utiliser un bastion depuis l'interne. Donc voilà, donc là on a parlé des principaux mécanismes de défense, donc des vues un peu globales. Maintenant je vous propose de rentrer un peu plus dans le détail de, imaginons, on s'est fait compromettre, comment on réagit face à une attaque. Déjà, je pense qu'il est important de vous rappeler ce qu'est un rançongiciel, parce que j'en ai pas mal parlé précédemment. On va dire l'anglicisme pour un rançongiciel, c'est un ransomware, qui est un logiciel malveillant qui a pour finalité de verrouiller tous les fichiers, les logiciels, les postes, etc. Sur votre système d'information. Généralement, le ransomware, ce sont des logiciels intelligents qui peuvent se propager tout seuls sur le réseau, ou par exemple que ça va être, ou sinon quelqu'un qui va s'amuser à le propager, et donc chiffrer l'intégralité de votre parc. C'est-à-dire que sans le mot de passe, sans une clé de déchiffrement, vous ne pouvez rien faire. C'est généralement les beaux messages où vous avez un blue screen en vous disant veuillez rentrer la clé. Sinon, c'est la troisième étape. Veuillez payer 3 millions d'euros à l'adresse en Bitcoin suivant. Veuillez livrer 3 000 euros, etc., etc. Donc vraiment, le rançongiciel a pour objectif principal de demander une rançon, mais aussi, enfin, dans le but de débloquer les machines. Généralement, on vous conseille de ne jamais payer la rançon. C'est vraiment pas quelque chose à faire, même si ça fait peur. Et on va voir. Effectivement, vous avez raison, il ne faut pas payer. Mais il y a d'autres solutions que l'on va voir, quels acteurs on va vouloir informer, par exemple, pour empêcher des demandes de rançon. Et en fait, la finalité de tout ça, c'est imaginons, on a chiffré tout votre poste, mais pendant ce temps, pendant que vous ne pouvez plus rien faire, les attaquants vont essayer d'exfiltrer des données.
Et donc là, ils vont essayer de les revendre et en plus se faire de l'argent. Donc pour eux, c'est gagnant-gagnant parce que potentiellement, vous allez payer la rançon et en plus, vous allez, enfin, toutes vos données personnelles vont être revendues sur le dark web ou sur Internet. Donc là, je vous ai pris un exemple de déroulé d'un rançon logiciel qui peut arriver à tout le monde, hein. Ce n'est pas parce qu'on est expert en cybersécurité que, par exemple, on n'est pas ciblé par ce genre d'attaque. Vraiment, c'est quand on est sensibilisé, et même en étant sensibilisé, le risque zéro n'existe pas. Imaginons, du coup, vous avez reçu un mail où on vous demande, qui est très bien réalisé avec une réelle signature de votre structure, et on vous demande de mettre à jour des informations dans le cadre d'une campagne des revues des comptes. Et pour ce faire, on va vous demander de compléter des informations dans une pièce jointe. Ce qui arrive très, très, très régulièrement. Vraiment, c'est quelque chose, je vous assure, à ne pas négliger. Je vais vous présenter des chiffres juste après dans les slides suivantes pour que vous puissiez vous rendre compte. Et du coup, vous téléchargez la pièce jointe, vous l'ouvrez, le malware se répand sur votre ordinateur. Du coup, quand il va s'ouvrir, il va permettre d'avoir un accès au réseau de votre entreprise. C'est ce qu'on appelle une backdoor, une porte dérobée. Et même si, imaginons, vous en êtes pas rendu compte, l'antivirus ne l'a pas détecté parce que c'est le dernier rançon logiciel à la pointe de la technologie, ou même juste parce que vous n'avez pas mis à jour votre antivirus, l'attaquant a la possibilité de soit d'être camouflé, soit de parcourir un peu ce qu'il veut sur le SI de l'entreprise. Et donc de prendre plus ce qu'on appelle des credentials, donc des droits d'accès, donc de passer de simple utilisateur à administrateur, etc. Et donc d'avoir une hausse de ses privilèges, d'accéder à certaines données. Et une fois qu'il aura, on va dire, préparé son schéma d'attaque, il va commencer à se propager. Et il va essayer de se propager discrètement parce que, bah, oui, vous ne l'avez pas détecté avec votre antivirus. Ça fait plusieurs mois qu'il est présent déjà au sein de votre SI où vous n'en êtes jamais rendu compte. Du coup, lui, il va propager son malware, son rançon logiciel sur plein de postes et sur l'intégralité du SI. Et après, au moment évidemment la moins propice pour vous, donc soit par exemple un 25 décembre, pendant les congés, à un moment à minuit, etc., l'attaquant, lui, va déployer son ransomware, vous vous en serez pas rendu compte, vous arrivez le lendemain matin et vous faites, bah oui, j'arrive plus à me connecter, c'est trop tard, il faut que je paye 200 000 euros. Du coup, pour juste un peu vous montrer à quel point c'est commun, ça, ce sont des informations de l'ANSSI qui montrent qu'il y a eu beaucoup d'attaques par rançongiciel, notamment depuis 2021 et aussi notamment en 2022. En 2022, il y en a eu un peu moins à cause du contexte on va dire, du conflit russo-ukrainien, parce que on va dire que les groupes d'attaquants ont réorienté leur attaque soit sur l'Ukraine, soit sur la Russie. Mais néanmoins, c'est quelque chose qui reste très important et que du coup, c'est vraiment quelque chose à ne pas négliger et qui se fait actuellement de plus en plus régulièrement. Pour vous dire, bah là, même très régulièrement, je ne sais pas si vous avez suivi l'actualité avec certains établissements de santé, d'autres groupes agroalimentaires, etc., récents, ils se sont fait chiffrer par un rançongiciel. Et du coup, avec le même mode opératoire que je vous ai décrit avant. Donc, juste un simple mail de phishing, ça suffit pour déployer un rançongiciel. Aujourd'hui, donc comme je vous disais, même s'il y a une diminution sur 2022 des rançongiciels, le secteur qui est le plus touché, c'est les petites entreprises, donc PME, TPE, ETI, et celui-ci est suivi de très près par le secteur de la santé, donc les hôpitaux, les éditeurs, donc les industriels qui vont proposer des solutions logicielles, etc., etc. Et du coup, tout ça, ça veut dire que ça
accentue l'écosystème et le fait qu'il y ait de plus en plus de rançongiciels à date. Parce que généralement, ce sont des structures qui sont pas spécialement sécurisées. Donc, je parle pour les petites entreprises ou même pour certains secteurs. Et parce que du coup, on veut accéder à des secrets confidentiels, du savoir-faire qu'on pourrait avoir en France, ou sinon juste dans une démarche on va dire, un peu de destruction, euh, avec notamment le ciblage des activités de santé pour certains centres hospitaliers, notamment celui du Sud francilien qui a été récemment visé. Et du coup, comment on fait pour réagir à un incident? Imaginons, on va dire que vous avez un serveur, vous vous rendez compte qu'il est compromis parce qu'il y a un attaquant qui fait des mouvements bizarres dessus. L'objectif, ça va être d'essayer d'isoler le poste, le serveur compromis, pour, on va dire, empêcher la propagation de l'attaque. Et essayons de sauver tout ce qui n'est pas encore atteint. Donc, l'objectif, ça va être, imaginons pour des serveurs, juste de débrancher, par exemple, le câble réseau, donc le RJ45, pour éviter que l'attaquant puisse enfin, aller sur un autre serveur, etc. Ou juste, bah, par exemple, sur un PC, de se déconnecter du Wi-Fi. Comme ça, il n'y a plus possibilité pour un attaquant de bouger. Et il y a certaines bonnes pratiques à avoir, c'est-à-dire que il faut laisser le poste en l'état. Donc, si quelqu'un a été, enfin, une machine, un poste a été compromis, il faut vraiment essayer de le laisser en l'état, même dans le cas où vous n'avez pas pu l'isoler. Parce qu'en fait, si vous l'éteignez, vous le nettoyez, si vous-même fermer des sessions suspectes, en fait, ça va effacer potentiellement des événements. Et du coup, lorsqu'on va essayer d'investiguer et de comprendre pourquoi il y a eu une attaque, et donc comment après on va faire pour corriger et éviter qu'il y ait une autre attaque, bah, on va plus pouvoir savoir. Exactement, c'est si on nettoie, on n'a plus d'enquête. Donc, vraiment, c'est important de essayer de isoler, vraiment d'avoir cette méthodologie-là, plutôt que de se dire dans la panique, mince, comment je fais? Bah, je vais l'isoler, je vais l'éteindre. Non, ça, ce n'est pas une bonne pratique et en fait, ça empêche de faire de l'investigation après. Et du coup, en cas d'attaque, il y a plusieurs prestataires ou, on va dire, interlocuteurs qui peuvent vous accompagner sur le sujet. Notamment, vous pouvez chercher un prestataire de réponse à incident qualifié par l'ANSSI, donc sur le site directement de l'ANSSI. Vous pouvez avoir un prestataire local depuis le portail cybermalveillance qui pourrait vous accompagner. Ou pour les bénéficiaires du CERT Santé, il y a directement une plateforme qui est mise à disposition où vous pouvez envoyer un mail directement, enfin, vous pouvez tenter de les contacter directement. Et du coup, pour, on va dire, se protéger face à des potentielles compromissions et donc réagir à une attaque, il y a plusieurs bonnes pratiques qui peuvent être mises en œuvre. C'est l'exercice de gestion de crise. Alors en plus, c'est, on va dire, assez ludique, même s'il y a un fond d'entraînement derrière, parce que c'est assez, on va dire, il y a un peu une gamification d'une crise, c'est d'effectuer des simulations de gestion de crise. On va créer par exemple des événements fictifs et on va vous mettre dans une situation de crise réelle. Enfin, on va dire réaliste, mais non réelle plutôt, pour reprendre les termes exacts de l'ANSSI. C'est donc on va tester vous votre capacité de réaction, donc à mettre en place par exemple une cellule de crise, votre capacité à réagir, votre capacité par exemple à ne pas ouvrir un mail, etc., etc. Et du coup, généralement, dans les exemples de scénarios, on peut imaginer exactement sur le même principe qu'on a parlé tout à l'heure, un mail de phishing. Ah, oui, il y a une interrogation? D'accord. Ah, Ah, bien sûr. ok, bon, Ah oui, ok. je pense que c'est quelqu'un qui n'a pas muté son micro. Je vais tester. Alors, je veux bien que vous mutiez, sauf si c'est pour intervenir, s'il vous plaît.
Du coup, oui, dans les exemples de scénarios, on a les mails de phishing, par Est-ce que exemple. vous pourriez remettre les slides, si possible? Pardon. Je vais couper le micro, Julien, pas de souci. Ah, ouais. Pardon. Les slides sont plus à l'affichage. Si vous en avez encore, si vous pouviez les remettre. Ah, Voilà. alors, vous voyez plus mon écran ou Juste la non. caméra. Alors, Ton attendez. écran est plus en partage, effectivement, Julien. Ah mince. Ça fait depuis combien de temps? On va dire à peu près 5 minutes. Ah Oui, mince. ça vient d'arriver. Est-ce que vous voyez de nouveau mon écran? C'est bon, c'est bon. Ah, depuis une dizaine de minutes? Mince. Bon, bah, écoutez, je repasserai très rapidement sur les slides après, si vous, On a sou- vu jusqu'à la 37, Julien. On a vu énormément jusqu'à la mais après, c'est bon. 37. Ok, alors du coup, vous avez vu le chiffre par le secteur ciblé par les rançongiciels avec ce graphique-ci. Bon, bah, du coup, juste une petite parenthèse, je refais très rapidement cette slide. Donc, avec l'isolation du poste compromis, où il faut le laisser en état, donc ne pas l'éteindre, ne pas fermer les sessions. Dans la slide où on vous communiquera aussi le support, l'objectif n'est pas de... enfin, on vous a mis des contacts si vous vous êtes fait attaquer. Et après, du coup, j'étais en train de définir actuellement l'exercice de gestion de crise. Donc, qu'est-ce que ça va permettre de faire? Notamment, par exemple, on resimule un mail de phishing, l'ouverture d'une pièce jointe infectée, et après, on va vous dire qu'il y a une propagation de ransomware sur le réseau. Et du coup, là, après, on va vous briefer sur ce scénario-là, et on va vous envoyer des stimuli. Par exemple, vous allez recevoir un SMS, un mail, en vous disant ah tiens, bah voilà, je pense avoir trouvé quel compte est compromis. Et donc, la cellule de crise va devoir s'adapter et échanger et voir comment on répond à cette gestion de crise. Et enfin, pour terminer sur la dernière partie, qui est anticiper la reconstruction d'un SI. Votre meilleur ami, j'allais dire, c'est les sauvegardes. Donc, les sauvegardes, c'est vraiment c'est vraiment un sujet cyber essentiel et c'est ce qui va vous sauver en cas, par exemple, de chiffrement complet de votre SI, de vraiment, enfin, qui va vous permettre de recouvrir, de revenir en arrière s'il y a eu un incident, parce que si on ne fait pas de sauvegarde, et ben, imaginons, ça veut dire que vous avez peut-être tout perdu et jamais on pourra restaurer, revenir à un état nominal ou pas vraiment avant un certain moment. Du coup, sur les sauvegardes, il y en a deux types. La première, c'est une sauvegarde en ligne. Donc, ça va être par exemple, vous avez des serveurs, vous sauvegardez et on va effectuer une redondance sur un autre serveur. Mais aussi, une bonne pratique, c'est une sauvegarde hors ligne. C'est-à-dire qu'on va effectuer une autre sauvegarde sur un disque dur externe, un autre serveur qui pourrait être déconnecté sur le cloud, etc. Comme ça, si, imaginons, l'intégralité de votre SI se fait chiffrer, donc même là où vous avez eu des sauvegardes en ligne, donc sur votre SI, vous en avez quand même une à l'abri. Il y a une règle très simple qu'on appelle le 3-2-1, c'est 3 copies sur 2 supports différents, dont une hors ligne. Et du coup, généralement, les personnes qui doivent effectuer les sauvegardes, ce sont ceux qui gèrent l'administration du SI. On dit généralement qu'il faut sauvegarder au moins une fois quotidiennement ses actifs. Mais là, du coup, je vais rentrer un peu plus en détail. J'ai un peu avancé, empiétré sur la prochaine slide avec les principales règles à appliquer. Donc vraiment, si, imaginons, vous faites du SaaS, PaaS, IaaS ou même plus, ça va être essayer de sauvegarder, enfin notamment plutôt pour du IaaS, etc., le superviseur, les systèmes, les programmes, etc. Donc vraiment, on va dire, la base qui permettrait de faire fonctionner votre SI. Pour tous les éléments, comme je vous disais, il faut avoir une sauvegarde complète dans un état stable, c'est-à-dire que si on fait une restauration, eh ben vous revenez par exemple à J-1, J-2, que sais-je, mais votre SI sera tout de suite opérationnel. Effectuer aussi des sauvegardes, c'est bien, mais il serait bien que aussi vous puissiez définir un mode
opératoire des sauvegardes, donc c'est-à-dire qu'on va recenser comme une politique en disant, bah voilà, tous les 24 heures, il va falloir sauvegarder sur ce serveur. En plus de ce serveur, il va falloir faire une réplication dans le cloud qui ensuite sera déconnectée. Va falloir, par exemple, faire une sauvegarde sur une bande magnétique, etc., etc. Aussi, ce qui est important, c'est qu'avant toute mise en production d'un nouveau système ou d'une nouvelle application, il va falloir effectuer une sauvegarde. Imaginons, bah, vous déployez un outil et celui-ci fait planter toute votre production, et bah, vous serez bien content d'avoir une sauvegarde et de revenir un peu en arrière. Et de même, à chaque fois que vous allez effectuer une mise à jour majeure, une modification majeure, donc des composants de vos logiciels, etc., ça va être d'effectuer une sauvegarde complète. Aussi, ce qui est important, c'est de garder un historique. Là, pour le coup, ça peut être bien d'avoir, par exemple, une copie papier en disant, bah voilà, chaque jour, on a effectué une sauvegarde, on le note et on peut dire bah, qu'est-ce que ça inclut en plus. Donc, quels équipements on a ciblés, la date de la sauvegarde, etc., etc. Moi, je vous ai dit 24 heures parce que c'est quand même assez important, c'est une bonne pratique. Néanmoins, sachez que l'historique et la fréquence des sauvegardes, ça dépend vraiment du chacun de besoin, enfin du besoin de chacun, et ça se fait vraiment au cas par cas. C'est-à-dire que vous, imaginons, sur votre SI, vous apportez rien de plus pendant une semaine, bah, effectivement, une sauvegarde par semaine sera peut-être suffisant. Alors, à contrario, si vous effectuez des modifications majeures de vos applications quotidiennement, vous êtes dans une démarche un peu agile, etc., il faut effectuer des sauvegardes, on va dire, plus régulières et de manière quotidienne. Et du coup, c'est ce que je vous disais dans la règle du 3-2-1, c'est qu'il y a une première sauvegarde qui doit être à proximité du système à restaurer. Une seconde doit être protégée contre les menaces physiques et environnementales, donc déconnecté, ça peut être, bah, comme je vous l'ai dit, par exemple en ligne, dans un autre serveur, dans un autre bâtiment. Si possible, isolé, et enfin sur 2 endroits, on va dire physiques distincts. Ça, c'est vraiment dans les bonnes pratiques. C'est-à-dire que, imaginons s'il y a un bâtiment qui prend feu, et bah, comme vous avez une autre sauvegarde à côté, dans l'autre bâtiment, bah, vous pourrez restaurer. Et enfin, exactement, petite pensée à OVH, qui a pu avoir ce problème-ci assez récemment. Et enfin, les sauvegardes ne doivent être accessibles que par ceux qui ont des droits. On revient au principe du moindre privilège de tout à l'heure, c'est-à-dire que vraiment seules les personnes qui sont habilitées peuvent sauvegarder et pouvoir restaurer. Et enfin, je terminerai par les restaurations. C'est-à-dire qu'on se dit, ah bah voilà, j'effectue des sauvegardes, mais il est important quand même de au moins les tester une fois de temps en temps, parce que ça permet de, se préparer à un sinistre, mais aussi bah, de voir si nos sauvegardes sont bien réalisées, qu'on retrouve bien l'ensemble des informations. Du coup, il faut être dans une démarche aussi on va essayer de tester les sauvegardes. Et du coup, on peut faire effectuer des simulations. Ça peut être, par exemple, si on veut tenter sur un week-end où il n'y a pas d'activité, ça peut être sur un soir, sur une petite partie du SI, sur une application, etc. Et du coup, oui, comme c'est précisé, avant de restaurer, voilà, il faut tout éteindre de manière générale, parce que sinon, ça peut créer des problèmes de sauvegarde et avoir des conflits. Et du coup, en dernière slide, vraiment tout ce qui va toucher bah, aux sauvegardes et la procédure de reconstruction. Donc, on en a un peu parlé avec tout à l'heure le PCA, le PRA, donc plan de continuité d'activité, plan de reprise d'activité. Il y a plusieurs risques
qui sont à prendre en compte. Donc, ça peut être des risques naturels d'incendie, des risques humains, donc avec des actes de malveillance. Ça peut être des risques techniques, donc problèmes sur une application, ou les risques cyber. Et du coup, tout ça, ça doit être documenté de telle sorte que, imaginons si un jour vous vous faites attaquer, et ben vous avez juste à sortir votre fiche, vous savez étape par étape ce qu'il faut faire, et vous pouvez revenir dans un état nominal très rapidement. À titre indicatif, on ne se rend pas bien compte, mais par exemple, un chiffrement sur plusieurs groupes que j'ai pu observer récemment, ça peut mettre plusieurs mois, et quand je dis mois, c'est 6 à 8 mois avant de revenir dans un état quasi nominal. Parce que, bah, par exemple, il n'y avait pas soit les bonnes sauvegardes, soit qu'ils n'avaient pas une procédure. Pour un titre indicatif, l'exemple là dont je viens de citer, bah, ils se sont fait chiffrer et ils n'avaient pas envisagé dans leur procédure de reconstruction un canal pour échanger. Du coup, du jour au lendemain, Teams ne marchait plus. Ils se retrouvaient à fonctionner sur WhatsApp avec des numéros de téléphone de chacun pour essayer de se contacter. Mais ça a mis pas mal de temps. Et tout ça parce que ça n'était pas mis dans des procédures de reconstruction ou dans des politiques. Ils n'avaient pas prévu le cas. Est-ce que du coup, vous avez des questions puisque la présentation s'achève? Ça fait déjà une bonne heure et demie que l'on échange. Donc, c'est l'objectif vraiment de cet atelier, c'était de vous montrer un peu une vue à 360 degrés et de on va dire, vous transmettre les premières informations euh, essentiel à avoir une démarche de cybersécurité. Donc effectivement, hein, dans tout ce qu'on vous a présenté aujourd'hui, l'objectif n'est pas que du jour au lendemain tout soit mis en œuvre. Comme je vous l'ai dit, la cybersécurité, c'est un marathon, c'est quotidiennement. Néanmoins, ayez en tête cela, parce qu'il y a certaines activités où c'est vraiment facilité par des solutions open source ou autres, et c'est pas si compliqué à mettre ça en œuvre. Donc vraiment, moi, il vaut mieux se prémunir que guérir. Donc voilà, vraiment, je vous incite à avoir cette démarche-ci et de se renseigner sur le sujet. Alors, si vous avez Je des vois qu'il y a de questions, très très bons retours, en tout cas en commentaire, hein, Julien, pour ton information. Merci beaucoup à tous pour vos je retours. vous en prie. Alors oui, effectivement, là, je viens de voir un commentaire qui dit que les certificats SSL aussi euh, oui, ah oui, il est invalide, donc ça impacte toutes les URL en HTTPS sur ce domaine. Oui, 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 bah d'accord, bah effectivement. Merci beaucoup pour ce point-ci. Et du coup, voilà, oui, n'hésitez pas à vous renseigner, comme je vous l'ai dit, sur les sites du CERT, le CERT Santé notamment, sur le site de l'ANSSI. Il y a des guides d'hygiène qui recensent bah, toutes les bonnes pratiques. C'est assez facile à lire en plus. Et même nous, de notre côté, on rédige des fiches synthétiques qui sont à disposition sur le site de l'ANS, où en une slide, vous avez par exemple qu'est-ce que c'est avoir des sauvegardes régulières, comment je réagis à un acte de cybermalveillance, et voilà, vous pouvez partir de ce principe-ci pour commencer et sécuriser certaines activités. Et du coup, d'autres fiches seront publiées aussi prochainement sur le sujet. Tu as une question sur KeePass. Est-ce que c'est compliqué d'installer KeePass et est-ce Ah, que c'est disponible sur tous les postes d'un même cabinet? Alors, du coup, non, c'est pas du tout compliqué d'installer KeePass. C'est un exécutable hein, que l'on installe qui est directement disponible sur leur site. Oui, vous pouvez le mettre après, du coup, sur l'ensemble de vos postes. Juste, il faut que bah, vous puissiez l'installer.
sur l'ensemble des postes utilisateurs. C'est juste ça le prérequis. Mais effectivement, un seul équipasse, c'est un exécutable, hein. C'est comme lancer une application et après, vous allez avoir un mot de passe, un identifiant et un mot de passe maître, en plus qui va vous dire s'il est sécurisé ou non. Et après, dedans, vous allez pouvoir enregistrer tous vos mots de passe. Ces derniers vont être chiffrés. Et en fait, vous n'aurez plus jamais après à les réécrire parce que vous aurez juste, par exemple, à faire un double-clic sur votre mot de passe. Et en fait, ça le copie-colle automatiquement. Et donc, après, quand vous voulez vous connecter, ça vous aurez juste après à faire un CTRL-V et ça va pouvoir la poser là où vous souhaitez vous connecter. C'est vraiment très simple d'installation. Il y a rien de, j'allais dire, pas forcément, c'est pas forcément très compliqué. Et est-ce que ce mot de passe peut être le même pour tous les postes? C'est-à-dire, est-ce que alors non, non, du coup, non, c'est un mot de passe qui vous est propre. Non, c'est-à-dire que chaque utilisateur va utiliser son KeePass, qui en fait, c'est un coffre-fort à mot de passe. Donc, c'est comme votre portefeuille. Votre portefeuille, il est à vous, il est unique, vous ne le partagez pas. Donc, c'est la même chose. C'est vous mettez un mot de passe maître qui est unique pour vous, et dedans, après, en fait, vous allez enregistrer tous vos mots de passe enfin, qui va vous permettre d'accéder à tous les services. Donc, non, il est important d'avoir au moins un mot de passe maître. Et en fait, après, ça vous permet. En fait, l'avantage d'un KeePass, c'est que vous avez besoin juste de retenir un mot de passe simple. Et après, vous pouvez, par exemple, faire des mots de passe générés de 30 caractères avec des arrobas, des anti-slash, des si, des minuscules, etc. Alors, beaucoup d'utilisateurs ont tendance à utiliser la sauvegarde de mot de passe de Google Chrome. Est-ce que c'est quelque chose à vraiment éviter? Alors, je dirais oui et non. Parce que c'est important on va dire en cas de compromission ou que si c'est des mots de passe à rallonge, de les garder et de les sauvegarder. Néanmoins, après, euh, Google, c'est américain, donc on ne sait pas trop où c'est stocké. Après, on peut avoir un problème de souveraineté, etc. Après, je ne sais pas si vous parlez, par exemple, de sauvegarde enregistrée au niveau du navigateur ou vraiment enregistrée avec les applications, avec une application Google, par exemple. Donc, si vous avez le détail, vous pouvez préciser. Parce que si on enregistre les mots de passe au niveau du navigateur, je ne sais pas si vous voyez, mais quand vous connectez à un service, il y a par exemple marqué voulez-vous enregistrer ce mot de passe? Ça, c'est quelque chose à proscrire. Enfin, c'est pas une bonne pratique. Et du coup, le KeePass permet d'éviter cela parce que c'est stocké à un endroit où c'est chiffré. Et vous n'avez plus à le stocker sur votre navigateur. Parce que je ne sais pas si vous savez, mais si on accède à votre navigateur, par défaut, il n'y a pas de sécurité sur les mots de passe qui sont enregistrés dedans. Donc, c'est-à-dire que on peut accéder, si quelqu'un accède à votre navigateur, on pourra voir tous vos mots de passe. Oui, donc celui par défaut du navigateur n'est pas. C'est vraiment ça, c'est à proscrire et plutôt à utiliser un qui passe. Peut-être pendant que vous posez vos autres questions et pendant que Julien, peut-être tu veux présenter ce que c'est qu'un cyberdiag, ce que vous Oui. proposez à la finance. Pendant ce temps, je vous projette mon écran, je pense que vous le voyez, avec un petit sondage qui vous prend vraiment 2 petites minutes pour que vous puissiez nous exprimer vos retours sur la session, que nous, on puisse ensuite construire des sessions qui sont peut-être un petit peu plus adaptées, qui puissent répondre davantage encore à vos besoins que ce qu'on fait déjà. Et puis, on parle de cybersécurité, mais on parle aussi de toutes nos sessions côté équipe innovation en règle générale. Donc, vous avez un petit QR code que vous pouvez scanner ou alors vous pouvez directement cliquer sur le lien que je vous ai mis dans le chat. N'hésitez pas en tout cas donc, à noter et puis surtout à nous faire vos retours textuels sur ce que vous voudriez voir améliorer ou ce qu'il faut garder. N'hésitez pas. Et Julien, je te rends la main du coup. Ouais. Du coup, oui, merci beaucoup Alice sur le cyberdiag. Pour les entreprises du Paris Santé Campus, vous avez la possibilité en fait de venir me voir pour réaliser, on va dire, une évaluation de votre maturité cyber.
En 1 heure, en fait, on va parcourir 35 questions environ, donc sur des thématiques très génériques, notamment celles que l'on vient de parcourir aujourd'hui, donc de la gouvernance à la sécurisation des équipements réseau, etc., etc. Et en fait, ça va vous sortir un score de maturité cyber. Et donc, vous allez pouvoir savoir à quel point votre SI ou vos produits sont sécurisés. S'il nous reste du temps en plus dans cette séance, on pourra faire un petit retour à chaud de là où il y a des manquements de sécurité et que du coup on pourra vous aiguiller sur les prochaines actions. Donc voilà, donc si vous avez envie d'évaluer, enfin pour les startups du Paris Santé Campus, si vous avez envie d'évaluer votre maturité cyber, n'hésitez pas à contacter l'adresse mail que vous pouvez voir ici, innovation@isanté.gouv.fr, pour planifier un atelier ensemble et effectuer un cyberdiag. Et même cette offre, elle s'ouvre un petit peu à plus que Paris Santé Campus, elle s'ouvre aux entreprises qui profitent de l'offre innovation actuellement, donc aux startups entreprises innovantes. Alors, tu parles principalement de Paris Santé Campus, ça permet plutôt de faire du présentiel, c'est intéressant aussi. Mais c'est vrai qu'on peut s'adresser à d'autres startups et entreprises innovantes de l'offre également. Alors, tu me coupes si je dis des bêtises, bien sûr, Julie. Oui, oui, oui. Non, c'est moi qui ai manqué de précision, hein, effectivement. Merci beaucoup, Alice. Voilà. Et peut-être du coup, avant de conclure, effectivement, donc je redis ce que j'ai dit par message, mais vous recevrez effectivement toutes les personnes qui sont inscrites dans l'Eventbrite recevront par mail le support et l'enregistrement. Si vous souhaitez recevoir support et enregistrement et que vous n'étiez pas inscrit initialement, donc que le lien vous a été transféré, que vous n'étiez pas inscrit via l'Eventbrite, vous pouvez mettre dans le chat votre adresse mail et je vous ajouterai à la liste de diffusion. Voilà. Merci à tous. J'espère que vous avez pu compléter ce petit sondage pour remercier et puis nous permettre d'améliorer. Merci Isabelle, je vois votre pouce, merci beaucoup. Pour nous permettre de faire évoluer encore notre offre. Merci beaucoup Julien et toute l'équipe cybersécurité pour la construction de cette session Je vous en prie. qui visiblement a bien répondu aux interrogations des personnes qui étaient présentes. Et encore merci beaucoup à tous de vous être connectés pour notre dernière session collective avant l'été. On revient en forme en septembre. Effectivement. Merci à tous, très bonne journée. Bonne journée. Merci beaucoup. Au revoir.